Merci beaucoup, Camille. Donc, moi, c'est Robin Picard, effectivement. Je suis audioprothésiste et je travaille donc pour l'ULIS 3 Normandie et je suis sur le site de Tourville-la-Rivière. Donc, ça fait maintenant une vingtaine d'années que je travaille en tant qu'audioprothésiste et je vais effectivement essayer de vous évoquer de façon la plus précise et ludique quand même possible, je l'espère, le 100% santé en audition. Donc, je vais vous partager un diaporama et on va pouvoir commencer ensemble. N'hésitez pas, effectivement, si vous avez des questions, surtout, c'est interactif, donc il n'y a aucun problème. Vous pouvez effectivement m'interrompre avec des petites questions. Je répondrai avec plaisir. Alors, tout d'abord, avant de parler du 100% santé en audition, on va justement parler un peu de l'audition, puisque ça me paraît important de faire un petit point rapide sur le sujet. Donc, hop là. On va essayer. Donc, on a le petit sommaire. Donc, on va voir le fonctionnement de l'audition. On va voir le type de perte auditive. On va parler rapidement des acouphènes. Et puis après, on emmènera effectivement sur le 100% santé, les objectifs, etc., etc. Alors, je vais commencer par une petite coupe de l'oreille. Donc, l'objectif est de voir un petit peu comment fonctionne cet organe chez l'être humain. Donc, on divise en trois parties l'oreille. L'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Donc, sur ces trois parties, elles ont effectivement un cheminement du son qu'on va voir au fur et à mesure. Donc, un petit rappel rapide sur l'oreille externe. Donc, c'est surtout effectivement le pavillon d'oreille que vous allez voir ici, le conduit auditif, et ça va s'arrêter au niveau du tympan pour atteindre l'oreille moyenne. Donc, l'onde sonore va être captée par le pavillon, transmise par le conduit auditif et mettre en vibration la membrane tympanique. Ensuite, nous avons l'oreille moyenne. Donc, l'oreille moyenne, nous avons donc le tympan qui, en vibration, va transmettre cette vibration à la chaîne des osselets, donc qui est composée du marteau, de l'enclume et de l'étrier. Donc, l'étrier étant le plus petit os du corps humain, pour information. Et donc, le système de ces trois osselets va permettre d'amplifier l'onde sonore et transmettre cette information ensuite à l'oreille interne au niveau de la cochlée. L'oreille interne. Donc, l'oreille interne, en réalité, elle est composée essentiellement de deux organes importants. La cochlée qui va permettre la transmission de l'onde sonore jusqu'au cerveau, mais vous avez également, on voit ici, ce qu'on appelle des canaux semi-circulaires. Alors, ces canaux semi-circulaires, ils sont présents au niveau de l'oreille et nous permettent d'avoir notre équilibre. Donc, des personnes qui auraient des problèmes de vertige rotatoire, c'est souvent lié à un dysfonctionnement au niveau des canaux semi-circulaires. Donc là, l'onde sonore va se transmettre dans la cochlée. C'est un liquide dans lequel baignent ce qu'on appelle les cellules ciliées. Et ces cellules ciliées vont transformer l'onde mécanique qu'on avait depuis le début via un système chimique en stimulus électrique qui va se propager sur le nerf auditif pour amener l'information après jusqu'au cerveau. Donc le nerf auditif que vous voyez ici, donc lui il ne fait plus partie du système de l'organe oreille, c'est vraiment la continuité pour aller jusqu'au cerveau. Donc, évidemment, en fonction de notre oreille, de la zone qui peut être impactée, que ce soit l'oreille externe, l'oreille moyenne ou l'oreille interne, on va avoir différents types de surdité. Et en fonction de ces surdités, des solutions différentes pourront être apportées, soit seront d'un point de vue traitement médical, chirurgical, soit on sera amené à devoir mettre en place un appareillage auditif, voire même, hélas, des solutions ne seront pas possibles en fonction du type d'atteinte. Donc là, j'ai fait un petit point rapide sur les différents types de surdité qu'on pouvait trouver. Donc la surdité de transmission. Donc la surdité de transmission, pour faire simple, l'organe dont on a parlé tout à l'heure, la cochlée, n'est pas atteinte. Elle fonctionne tout à fait correctement. Par contre, le son n'arrive pas correctement jusqu'à cet organe-là. Il est diminué. Alors ça peut être soit un bouchon de cérumen, ça peut être un tympan perforé, ça peut être des osselets calcifiés. Donc il y a plusieurs causes possibles, elles sont nombreuses. Et cette perte de transmission n'est pas forcément donc définitive, elle peut être parfois simplement temporaire. Un bouchon de cérumen, on est bien d'accord qu'on peut le retirer et dans ces cas-là, après l'audition redevient normale. Donc on est rarement amené, dans le cas d'un appareillage auditif, à mettre en place un système quand il s'agit d'une perte uniquement de transmission, sauf si vraiment l'intervention n'est pas envisageable, présente trop de risques. Et dans ces cas-là, le médecin ORL préférera quand même envisager un appareillage auditif. Mais globalement, ce sont surtout des pertes qui vont être traitées en amont par le médecin.
Ensuite, vous avez la surdité neurosensorielle, qu'on appelle également surdité de perception chez nous. Donc là, c'est vraiment l'organe de la cochlée qui va être atteint. Les cellules ciliées vont être soit abîmées, endommagées, soit carrément elles auront disparu. Et ce type de perte, forcément, là, ne peut plus être géré directement par l'ORL, par une opération classique ou par un traitement médicamenteux. On va souvent, dans le cas de figure de la perte neurosensorielle, envisager un appareillage auditif. Alors, il existe des systèmes d'opération quand même pour remplacer la cochlée quand elle est défectueuse, comme l'implant cochléaire. Bon, par contre, c'est des cas de figure beaucoup plus rares, c'est très coûteux, c'est souvent des enveloppes gérées par les hôpitaux. Donc voilà. Mais la plupart du temps, quand on est sur une surdité neurosensorielle, sauf si elle est vraiment extrêmement importante, on va plutôt envisager un appareillage auditif. La surdité mixte, eh ben, tout simplement, c'est une accumulation des deux premières pertes qu'on a évoquées précédemment, c'est-à-dire à la fois une perte de transmission et une perte de perception. Donc là, l'ORL peut envisager quand même le fait d'avoir une intervention si toutefois il considère que ça permettra d'avoir un appareillage de meilleure qualité par la suite, car la transmission, l'opération qui est envisageable est plutôt à risque moindre. Si l'opération est assez risquée et sachant qu'en plus derrière il y a une perception, il aura plutôt tendance à envisager l'appareillage auditif comme solution. Donc là, on est bien d'accord, on cumule à la fois une problématique de transmission du son et également de perception, donc de gestion par la cochlée. La surdité neurale, alors cette perte-là est un peu plus embêtante, c'est une atteinte sur le nerf auditif. Et là, évidemment, les aides auditives, tout comme les implants, ne sont d'aucune aide. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, c'est l'information par le canal du nerf auditif qui est déformé. Et là, en l'occurrence, même en mettant un appareil en amont, on n'arrivera pas à corriger correctement ce type de perte. C'est-à-dire beaucoup plus rare, évidemment, mais quand elles arrivent, elles ne portent pas de solution par l'appareillage auditif. Donc, je vous mets un petit rappel rapide sur l'échelle de la surdité. Donc, quand vous venez effectivement soit voir un ORL, soit en centre d'autoprothèse pour réaliser des dépistages, l'objectif, ça va être de déterminer vers quel niveau vous vous situez. Donc, jusqu'à 20 décibels de perte. Donc, comment se lit un audiogramme? Vous avez à l'horizontale les fréquences, donc les fréquences graves côté gauche, et plus vous déplacez vers la droite, plus ce sont des sons aigus qui vont être testés. Et vous avez donc au niveau vertical, donc l'intensité sonore, on mesure la perte donc en décibels, et plus le point est bas, plus la perte est importante. Donc la normalité, c'est d'avoir une audition comprise entre 0 et 20 décibels, voire même certaines personnes ont même des auditions à moins 5, voire moins 10 décibels. Entre 20 et 40, on passe sur une perte légère. On peut commencer à envisager un appareillage, surtout à partir de 30 décibels. Entre 40 et 70, perte moyenne, 70-90, sévère, et au-delà de 90, profonde. Ce qui est toujours intéressant de voir sur ce type de schéma, c'est ce qu'on appelle ici la banane de la parole, où sont représentées les différentes voyelles et consonnes. Et on s'aperçoit effectivement que, en moyenne, la voix humaine va se situer en moyenne à peu près aux alentours de 50 décibels. Donc, évidemment, même si elle est en moyenne à 50 décibels, certaines voyelles ou consonnes se situent à des niveaux d'intensité plus faibles. Donc, c'est pour ça qu'à partir de 30 décibels, on commence à avoir un impact sur la compréhension et donc, il peut être conseillé d'appareiller. Je vais parler des acouphènes maintenant, parce que c'est une problématique qui est quand même assez souvent évoquée par les patients qui viennent nous voir en centre d'audition et qui aussi pose question quand on est sur des appareils 100% santé, donc on pourra l'évoquer tout à l'heure. Donc les acouphènes, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des sensations auditives qui ne sont pas causées par un son extérieur. Donc en gros, le patient, lui, perçoit une information sonore, mais par contre, l'entourage ne l'entend pas. Alors il y a différents types d'acouphènes, ils sont assez nombreux en termes de sonorité, ça peut être un bourdonnement, un sifflement, des chants, des chuintements, des gazouillis, tout ce que vous voulez. Et ce bruit, donc ressenti par le patient, il peut arriver soit de façon soudaine, soit c'est quelque chose qui s'installe progressivement. Alors quand c'est soudain, c'est plus souvent lié soit effectivement à un épisode d'un traumatisme sonore assez élevé, donc on parle de concert ici, effectivement bruyant, mais ça peut être des explosions aussi, des alarmes très très fortes. Quand vous subissez une alarme dans un magasin, si vous êtes très près de l'alarme et que vous restez un peu trop longtemps, ça peut abîmer.
Et après, des épisodes de stress aussi très importants, la perte d'un proche, des choses comme ça, qui peuvent générer l'apparition d'acouphènes. Ces acouphènes, comme c'est écrit, peuvent être ou constants ou intermittents. Alors, s'ils sont intermittents, mais vraiment très, très, très espacés, bon, c'est peu gênant. Par contre, quand c'est fluctuant avec une faible intensité, ça remonte, ça redescend, ou si ça s'arrête quelques minutes et ça repart, là, ça devient très gênant. Et constant, ça peut être également très gênant. L'acouphène, c'est quelque chose qui quand même reste assez problématique au niveau auditif aujourd'hui parce que les ORL n'ont pas beaucoup de solutions à apporter et les appareils auditifs peuvent soulager, peuvent améliorer, mais parfois, hélas, les patients n'ont pas de satisfaction liée à l'appareillage vis-à-vis de leur acouphène. Il y a plusieurs types d'acouphènes. On en a deux. On a les acouphènes objectifs et les acouphènes subjectifs. Alors, l'acouphène objectif, comme je disais tout à l'heure, normalement, le son est perçu par le patient, mais pas par l'entourage. Il n'en reste néanmoins que ce son peut vraiment exister dans le corps du patient, en quelque sorte. Donc, ça peut être effectivement un flux sanguin très, très important avec une pression un peu élevée qui va effectivement générer un bruit. Ça peut être aussi après des os, des choses comme ça à l'intérieur du corps. Donc là, logiquement, cela, on a des chances de pouvoir les traiter. Par contre, les acouphènes subjectifs, c'est vraiment, alors, un, hélas, les plus développés, les plus importants, mais surtout, ils sont souvent associés à une pathologie de l'oreille. Et là, c'est vraiment au niveau de l'oreille interne qu'on va avoir une sorte de création sur le nerf auditif ou autre, qui est un stimulus nerveux qui va être interprété par le cerveau. Et là, vraiment, le traitement de ces acouphènes reste une problématique. Et il y a beaucoup, beaucoup de personnes en France qui sont atteintes d'acouphènes. Vous voyez, plus de 10 millions de personnes au dernier mesure que j'avais lu. Donc voilà, et là, effectivement, le rôle de l'audioprothésiste peut devenir assez important avec l'appareillage auditif pour à minima essayer de soulager, en tout cas, cette acouphène. Alors, ce qui va être intéressant dans notre quotidien, même si on parle de plus en plus de l'appareillage grâce à la réforme du 100% santé, entre autres aussi, c'est effectivement de se poser la question de comment je peux détecter une baisse de mon audition, de l'audition. Il y a des signes qui peuvent vraiment vous permettre de vous poser des questions et peut-être d'envisager d'aller vous faire dépister. Alors, je le rappelle, hein, pour information, alors évidemment, on peut se faire dépister chez un ORL, bien évidemment, des spécialistes au niveau médecine de l'oreille, mais vous pouvez aussi en centre d'audition, et là, chez tous les professionnels, normalement, audioprothésistes, faire des dépistages, et normalement, ils sont gratuits. Donc, l'avantage, c'est que ça vous permet quand même d'avoir une idée à un instant T d'où en est votre audition. Mais en tout cas, si vous vous posez quelques questions, certains signes peuvent vous alerter. Alors bah là, je vous ai mis les plus courants, hein, monter le niveau de la télévision. C'est vrai que si votre entourage, quand il rentre chez vous, dit « Oh, mais qu'est-ce que tu mets la télé fort ?» Vous pouvez vous poser la question, effectivement, est-ce que je l'ai mis fort parce que j'aime bien que ce soit fort ou je l'ai mis fort parce que j'avais vraiment besoin de la mettre à ce niveau-là pour pouvoir bien comprendre ce qui était dit. Le fait de faire répéter son entourage, alors on fait tous dans notre vie, hein, de temps en temps, répéter les gens hein, par rapport à notre attention ou autre, mais globalement, si on est à peu près honnête avec soi-même, on se rend compte si on fait un peu plus répéter que les autres. Et donc forcément, si on commence à faire répéter plus souvent que notre entourage, on peut se poser la question. Le fait de répondre à côté, parce que moi, je constate souvent mes patients quand je les ai en cabine, quand je leur pose la question au moment de l'anamnèse de ce qui les amène à venir me voir, régulièrement, ils me parlent de quiproquos qu'ils ont pu avoir en répondant complètement à côté une question. Voilà. Et donc là, effectivement, ils disent c'est quand même bizarre, moi j'ai vraiment compris ça, or on ne m'a pas demandé ça, c'est quand même un peu étonnant. Alors, et ce qu'on va retrouver aussi assez souvent, c'est la difficulté de conversation dans les milieux bruyants. Alors là, on en reparlera parce qu'évidemment, ça peut être un des points faibles du 100% santé. Et bah, la présence de bourdonnements dans les oreilles, on parlait des acouphènes, effectivement, le fait d'avoir des acouphènes, ça peut être un signe de problématique au niveau de l'oreille et donc de perte auditive. Souvent, on a de l'acouphène associé à des pertes auditives. Alors, j'insiste sur ce point-là, je pense que c'est très important et c'est aussi pour ça que la réforme a été mise en place. C'est pas anodin d'avoir une perte d'audition et de ne pas la traiter. Pourquoi? Parce que bah, la problématique, c'est que quand vous n'entendez pas correctement, vous allez avoir tendance à changer votre comportement. Entre autres, déjà, vous risquez de vous isoler un peu plus des autres, de moins vouloir participer, de ne plus forcément vouloir sortir, aller dans des endroits où vous savez que vous allez être en difficulté. Donc, vous évitez ce genre de situation.
Ça peut jouer aussi tout simplement après sur le caractère d'une personne qui peut devenir plus agressive parce que tout simplement, si on vous fait des remarques régulièrement sur le fait que vous n'entendez pas bien, etc., ça peut jouer également sur votre comportement par rapport à ça. Donc l'isolement, la tristesse, la déprime, l'agressivité sont des facteurs qu'on retrouve parfois sur les personnes malentendantes plus que dans la population classique, on va dire. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en considération et ça peut vraiment inciter aussi à se dire qu'il faut agir. Et c'est vrai que pour ça, la réforme a vraiment été un point fort pour nous, j'en parlerai derrière, parce que ça nous a permis d'apparer des personnes qui ne seraient jamais venues en magasin sinon. Et donc voilà, aujourd'hui, les solutions pour entendre, quand ces médicaments et la chirurgie ne peuvent être envisagés, c'est passer par un appareillage auditif. Et donc, afin d'éviter, comme on était auparavant, le repli sur soi. Et donc, on va pouvoir vraiment rentrer dans le vif du sujet. Ça va être cette réforme du 100% santé. Alors, la réforme du 100% santé, l'objectif, c'est d'essayer d'avoir des soins pour tous et 100% pris en charge. Alors, on va en parler après, évidemment, de ce 100% pris en charge. Il restera quand même des conditions malgré tout. Il ne faudra pas les oublier, elles sont quand même présentes. Mais tout d'abord, c'est, à mon sens, une réforme majeure. Et quand je dis majeure, moi, je l'applique au quotidien, forcément, et j'ai connu cette réforme, comme ça fait plus de 20 ans. Donc, elle a commencé progressivement à se mettre en place à partir du 1er janvier 2019 avec une augmentation de la prise en charge de la sécurité sociale sur la base de remboursement donc des prothèses auditives. On a même certaines mutuelles qui ont joué le jeu de façon anticipée, qui ont pris le parti de pouvoir rembourser le complément par rapport à la part sécurité sociale pour permettre aux patients d'avoir des appareils intégralement pris en charge avant même la date d'application du 1er janvier 2021. Et effectivement, c'est à partir du 1er janvier 2021 en audioprothèse qu'on a vu arriver le 100% santé. Alors, les principes retenus sont les mêmes, quel que soit le secteur concerné, parce qu'il n'y a pas qu'en audition. On peut quand même faire un petit point rapide sur le fait que ça concerne également le domaine de l'optique et le domaine du dentaire. Mais l'objectif, c'est une œuvre accessible à tous les Français avec une prise en charge à 100% par la sécurité sociale et les complémentaires santé. Et c'est là où j'insiste et que je mets en rouge, si nous avons un contrat d'irresponsable, parce que la problématique déjà, c'est que si le patient n'a pas de mutuelle, il ne bénéficie pas du 100% santé, donc du remboursement intégral. Il aura la participation de la sécurité sociale, mais pas de mutuelle, donc pas le reste à charge payé par la mutuelle. Et on peut encore avoir des contrats au niveau mutuel qui ne sont pas des contrats responsables et donc qui ne rembourseront pas le reste à charge par rapport à ce qu'a donné la sécurité sociale. Donc la plupart du temps maintenant, nous, on peut voir effectivement sur les cartes mutuelles un petit R de dessiné sur la carte ou CSR pour dire contrat solidaire responsable. Il est important effectivement aux adhérents de se renseigner auprès de leur mutuelle s'ils ont bien un contrat responsable pour pouvoir bénéficier du 100% santé. Donc voilà, 100% santé, ça touche quand même un très grand nombre de personnes, mais il y a encore quelques personnes qui n'y ont pas accès, soit par choix, parce qu'ils ont décidé de ne pas prendre, évidemment, deux mutuelles en préférant économiser eux-mêmes et puis payer le cas échéant quand ils en ont besoin, soit hélas par manque de moyens financiers. Alors après, évidemment, il y a d'autres systèmes qui se mettent en place, comme la C2S ou autre, mais il y a quelques personnes encore, hélas, qui n'ont ni mutuelle ni C2S et qui n'ont pas fait ça non plus par choix d'économie, mais parce que quand même financièrement, ils ne pouvaient pas prendre de mutuelle à côté. En sachant qu'aujourd'hui, maintenant également au niveau professionnel, quand vous travaillez, l'employeur propose une mutuelle également obligatoirement. Donc c'est vrai que ça couvre de plus en plus de monde malgré tout ça. Les objectifs du 100% santé. Alors, le premier, lever les obstacles à l'accès aux soins. Effectivement, moi, j'ai connu donc les années sans le 100% santé et les deux critères principaux qui amenaient les gens à ne pas s'appareiller alors qu'ils en avaient normalement besoin, c'était soit, on va dire, un mélange d'acceptation du handicap ou de volonté esthétique de ne pas avoir quelque chose qui se voit, soit évidemment le coût financier d'un appareillage auditif qui était hélas très important. Et donc là, moi, très clairement, l'arrivée du 100% santé a permis à énormément de personnes, alors surtout la première année, c'était assez impressionnant. On a eu un flux de personnes qui sont arrivées, qui attendaient ça avec impatience quand ça a commencé à être évoqué. Et on voit bien des personnes qui avaient des fois des pertes assez importantes, qui auraient dû s'appareiller sûrement depuis très longtemps, mais qui ne l'avaient jamais fait pour des questions financières, uniquement financières pour le compte. L'autre objectif, c'est de proposer comme un produit de qualité. Et ça, on va y revenir parce que c'est très important sur les appareils 100% santé en audition.
Et également une liberté de choix. Alors là aussi, c'est intéressant parce que au niveau de l'appareillage, on va le voir après, souvent, une des idées que les gens ont quand ils viennent en centre, c'est de penser que le 100% santé, c'est forcément un gros appareil qui n'est pas esthétique et qui ne doit pas être très performant, mais bon, bah voilà, c'est quand même mieux que rien, donc ils vont quand même venir vers ça. Et quand on leur propose différentes formes d'appareillage, dont des appareils quand même assez discrets, ils sont assez étonnés de savoir que le 100% santé permet également d'avoir ce type de prothèse. Donc vraiment, les objectifs qui sont là, hein, c'est permettre aux gens qui n'ont pas les moyens d'accéder effectivement à l'appareillage, tout en ayant un appareillage quand même qui soit qualitatif et qui ne soit pas forcément inesthétique. Voilà. Alors, le panier 100% santé en audiologie, c'est ce qu'on appelle chez nous le classe 1, par opposition au classe 2, dont je parlerai un petit peu tout à l'heure, mais rapidement. Donc, comme je disais, tous les types d'appareils sont concernés. Contour d'oreille, les contours à écouteurs déportés et les intra-auriculaires. Donc, vous voyez les trois formes à l'écran. Je vais peut-être en profiter hop, pour reprendre la main si je peux. Tac. Je ne sais pas si vous me voyez tous à l'écran. Donc, juste pour rappel rapidement, le contour d'oreille qui est ici. Oui, on voit bien. Parfait, merci. Donc, le contour d'oreille, un embout sur mesure que l'on met dans le conduit auditif et un appareil qui se met sur le dessus de l'oreille. On en reparlera tout à l'heure, je vous dirai les avantages et inconvénients. Ça, c'est la première forme qu'on peut avoir. Effectivement, des trois, ce sera le moins esthétique. Le micro-contour, donc par rapport au contour d'oreille, si je le mets en comparaison, vous allez avoir un fil qui est beaucoup plus fin qui va passer devant. On n'est pas obligé d'avoir un embout sur mesure et l'écouteur est déporté dans l'oreille, mais on va rester avec quand même une partie derrière l'oreille. Donc voilà, donc l'avantage, c'est qu'effectivement, on va gagner en discrétion avec ce fil qui est beaucoup plus fin et l'appareil est un petit peu moins volumineux derrière l'oreille. Et enfin, pour terminer, l'intra-auriculaire, donc la coque est sur mesure qui contient toute l'électronique et qui va pouvoir venir s'insérer dans le conduit auditif. Et effectivement, là, on gagne encore un peu plus d'esthétisme, mais il va y avoir d'autres inconvénients, bien évidemment. C'est juste pour vous montrer ces trois formes en vrai et pas que sur l'image. Je vais reprendre mon diaporama. Voilà. Alors, le 100% santé. On disait tout à l'heure qu'il fallait que ça reste quand même un produit qualitatif dans les objectifs, et effectivement, ça l'est. On est sur un produit qui normalement propose 12 bandes de réglage. L'objectif de ces bandes de réglage, c'est de pouvoir suivre la perte auditive d'un patient. Quand on fait une audiométrie, on va mesurer différentes fréquences dans les sons graves, médium aigu, aigu. Et grâce à ce nombre de canaux de 12, aujourd'hui, on va pouvoir avoir quelque chose quand même d'assez précis. Alors, plus vous montrez en gamme d'appareils, si vous montez sur des classes 2, vous aurez plus de bandes de réglage. Vous en aurez 16, vous en aurez 20, 24. Certains peuvent même aller encore plus loin, mais à un moment donné, ce n'est pas forcément utile. En tout cas, 12 canaux, ça permet déjà, en tant qu'audioprothésiste, de pouvoir travailler de façon quand même assez précise, malgré tout, sur l'appareillage. Alors, ça peut être compliqué sur des pertes vraiment localisées que dans les fréquences aiguës, mais voilà, déjà, c'est quand même assez intéressant. Moi, j'aime toujours à dire, au début de la réforme, quand ils sont arrivés sur le marché des 100% santé, on avait des produits qui étaient quand même moins performants. Moi, je travaillais sur 5 gammes d'appareils à l'époque, 5 niveaux de performance. Il faut savoir que le niveau 1 de l'époque était l'appareil CMU de l'époque. Le niveau 2 de l'époque était pas assez performant pour être placé dans les critères qu'avait imposé la CPAM pour le 100% santé. Donc, c'est les appareils de niveau 3 de performance de l'époque, donc on remonte, c'est pas si loin que ça, c'est 2021, qui sont devenus des appareils 100% santé. On parlait tout à l'heure de qualité, c'était le produit quasiment milieu de gamme de l'époque. Et donc, on en parlait tout à l'heure également par rapport à la perte. L'objectif, c'est qu'il soit capable de restituer à hauteur de moins de 30 décibels certains sons en amplifiant. Donc, ces 12 canaux de réglage ou 12 positifs équivalents parce qu'effectivement, certains fabricants n'étaient pas dans la logique, dans leur démarche de traitement du signal sonore sur un grand nombre de bandes fréquentielles. Donc, on a eu des 100% santé au début qui n'avaient pas 12 bandes de réglage, mais qui avaient dans ces cas-là pour compenser d'autres options qui le rendaient quasiment aussi performant ou même plus performant peut-être qu'un appareil à 12 canaux pour le coup.
Voilà, donc vraiment cette recherche de qualité. Autre point important sur le 100% santé, c'est qu'il va avoir le droit exactement aux mêmes garanties et obligations légales que les appareils de classe 2. Donc, on se retrouve avec une logique d'essai obligatoire de 30 jours minimum, qui peut même être poussé à 45 jours si c'est fait sur demande du médecin, de l'ORM. Donc ça c'est une obligation légale, hein, les 30 jours d'essai. On a également des prestations de suivi qui sont également des obligations légales d'au moins 2 fois par an. Alors pour être clair, quand vous achetez une prothèse auditive, on le verra sûrement encore tout à l'heure, mais globalement vous avez ce qu'on appelle le suivi prothétique, mais la prestation aussi de suivi de départ qui va vous permettre d'avoir un rendez-vous 3 mois après la facturation, à nouveau 3 mois après et 6 mois après pour la première année. Et à partir de la deuxième année, des rendez-vous de contrôle tous les 6 mois, donc 2 fois par an. L'objectif de ces rendez-vous, c'est à la fois de retester l'audition du patient sans ces appareils pour voir si celle-ci évolue et, le cas échéant, évidemment, faire évoluer le réglage de la prothèse, ou alors aussi de tester l'efficacité appareillée, c'est-à-dire le patient refait un test auditif mais avec ses prothèses pour voir si on a un résultat qui reste performant par rapport à ce qu'il avait auparavant, et nous permettre aussi de passer l'appareil en chaîne de mesure pour vérifier son fonctionnement par rapport aux normes techniques du fabricant. Donc, quand vous faites ces 2 rendez-vous par an, ça vous permet d'assurer le bon fonctionnement et la bonne adaptation de la prothèse par rapport à l'audition du patient sur toute la durée de vie de l'appareillage. Et on retrouve aussi une obligation légale sur la garantie. Effectivement, toutes les prothèses auditives alors, du 100% santé sont garanties 4 ans pour les pannes par le fabricant. Vous retrouvez ça aussi bien sur les classes 2 que sur les classes 1, donc ces jours d'essai, ces prestations de suivi et ces 4 ans de garantie. Donc là, voilà, on met quand même en avant le fait que le 100% santé, ce n'est pas pour le patient un moins bon suivi, ce n'est pas des moins bonnes garanties, ce n'est pas une obligation d'acheter l'appareil tout de suite, surtout pas. On est vraiment dans cette logique aussi d'essai parce que, on va être très clair, mettre un appareil auditif en place, on prend un 100% santé, bon, certes, il n'y a pas de reste à charge pour le patient, mais si au final le patient n'est pas satisfait et qu'il le laisse dans un tiroir, ça n'a aucun intérêt, ni pour le patient, ni pour la société qui va avoir déboursé des sous inutilement. Donc, voilà, l'objectif de l'essai est très, très important. Alors, on parlait évidemment de performance d'appareil, on parlait des canaux tout à l'heure, mais on va voir également qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent être présentes dans le 100% santé et il y a obligation d'avoir au moins 3 des options qui sont ici présentées. Alors, il y en a qu'on va retrouver plus souvent que les autres, mais c'est vrai que globalement, ce qu'on va avoir en fonction des fabricants, alors le microphone adaptatif directivité, ça maintenant, on va l'avoir sur tous les 100% santé. Des systèmes anti-acouphènes, on les aura sur tous les 100% santé. La connectivité sans fil, pas forcément. Là, il y a certaines marques qui sont plus performantes que d'autres sur cette connectivité. Certaines vont être capables de se connecter à tout type de smartphone, de tablette, d'ordinateur Bluetooth. D'autres vont avoir plus de difficultés. Ils vont surtout être compatibles avec la marque à la pomme, Apple, ou certains Android avec un système de Bluetooth un petit peu différent. Ensuite, vous avez cette notion de bande passante élargie, fait supérieur égale à 6 Hz, des fonctions d'apprentissage de Sony, etc. Mais voilà. Donc, globalement, il faut qu'il y ait au moins 3 de ces options présentes dans l'appareil 100% santé pour qu'il soit validé et qu'il puisse être pris en charge par la sécurité sociale. Donc, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, on voit bien qu'on a un appareil quand même qui déjà possède pas mal de technologies. Et si on veut faire une explication assez simple de ce qu'est le 100% santé aujourd'hui, on va expliquer comment le fabricant crée son 100% santé. Aujourd'hui, les fabricants de prothèses auditives, quand ils vous proposent une prothèse, une nouvelle prothèse, une nouvelle puce, en général, ils vont décliner cette puce en 2 voire 3 niveaux de performance. Il va y avoir le très haut de gamme, le haut de gamme et le milieu de gamme. Donc, ils sont tous les 3 en classe 2. Et cette puce-là, donc le fabricant, c'est la même chose qui sort de l'usine. C'est le même produit qui sort, qui va être vendu. Je peux parler des prix de chez nous. Chez nous, c'est 1 700 € pour le plus performant, 1 450 pour le haut de gamme, 1 200 € pour le milieu de gamme. Simplement, d'un point de vue informatique, il va brider cet appareil pour le rendre un peu moins performant sur ses réducteurs de bruit. Il y aura moins de bandes de réglage, il y aura quelques options en moins, mais c'est les mêmes finitions, c'est la même qualité de son au départ, etc. Et ce que va faire le fabricant, c'est qu'au bout de quelques années, quand il a sorti une puce, 4 ans, 5 ans en moyenne, il va encore la brider un tout petit peu plus et la passer en 100% santé. Mais il faut être bien clair que la plupart des options qui sont bridées sont là pour diminuer l'efficacité en milieu bruyant. Si vous comparez en milieu calme
un appareil 100% santé avec un appareil très haut de gamme, vous allez avoir peu de différence en termes de qualité de son, en termes de satisfaction patient. C'est-à-dire que s'il n'y a pas trop de bruit dans l'environnement, conversation avec une ou deux personnes, écouter la télévision, des choses comme ça, vraiment, vous allez avoir une très bonne qualité sonore avec le 100% santé. Donc c'est pour ça que j'insiste bien, c'est vraiment l'ancien très haut de gamme qui est juste un peu plus bridé, mais c'est le même microphone, c'est le même écouteur, c'est le même ampli. Donc on est vraiment sur des produits très bien finis. Donc là-dessus, c'est pour ça que moi, audioprothésiste, quand je dois proposer un 100% santé à un de mes patients, ça ne pose aucun problème. Mon seul objectif, c'est qu'il ait bien compris la finalité qui va être qu'en milieu bruyant, il risque d'être moins à l'aise avec un 100% santé qu'avec un appareil de classe 2 qui va apporter plus de confort et un peu plus de précision de la parole dans le bruit. Mais sinon, ça reste de très très bon produit. Pardon, je vais revenir en arrière, j'étais un peu vite. Donc, un petit rappel sur le classe 2, qui n'est donc pas le 100% santé. Donc, c'est des appareils donc avec des puces plus récentes. Ils ont le droit au même remboursement par la sécurité sociale que le 100% santé, ce qui n'est pas forcément le cas, par exemple, en optique, où les remboursements changent si vous êtes sur le plan 1 ou le plan 2. Les tarifs sont libres, donc on peut vendre ces appareils, et c'est pour ça que vous voyez en fonction des différentes enseignes ou des audioprothésistes indépendants des tarifs différents pour les mêmes produits. Par contre, la prise en charge entre la sécurité mutuelle ne peut dépasser 1 700 € par oreille appareillée. Ça, c'est comme ça. Donc, il est toujours intéressant, effectivement, d'aller comparer, pourquoi pas les différents tarifs quand on est sur des classes 2. Le 100% santé, lui, inversement, le tarif est fixé à 950 € par la sécurité sociale. Là, en l'occurrence, il y a moins d'intérêt à essayer de comparer les différentes enseignes, si ce n'est sur la qualité du service qui est proposé. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a des choses qui sont forcément, d'un point de vue légal, obligatoires, mais il peut y avoir aussi, propre à chaque indépendant ou enseigne, des avantages supplémentaires. Et là, il faut pouvoir se renseigner par rapport à ça. En tout cas, sur ces classes 2, donc on l'aura bien compris, ce sont des puces plus récentes, plus performantes, mais essentiellement quand on va se trouver dans un environnement sonore plus riche. Après, moi je sais que au niveau de la qualité sonore, ce qui peut parfois paraître étonnant si on écoute un appareil de classe 2 par rapport à classe 1, c'est d'avoir la sensation, quand on est normand entendant, que le son peut être peut-être un peu plus déformé. Mais il ne faut pas oublier que justement, un appareillage auditif ne pourra jamais rendre une audition normale. Et l'objectif d'un appareillage, c'est de trouver le meilleur compromis possible entre confort et efficacité. Pour deux raisons. La première, on ne cherche pas à entendre une information que pendant 5 minutes. C'est pour toute la journée. Donc, si l'appareil est très performant pendant 5 minutes, mais qu'on est très vite fatigué avec, le résultat ne sera pas pertinent. Donc, l'objectif du classe 2, c'est grâce à ces réducteurs de bruit, cette finesse de réglage, de permettre d'avoir effectivement pour le patient, sur la durée de port de la prothèse, le meilleur compromis entre efficacité et confort. Alors évidemment, pour pouvoir accéder aux appareils 100% santé, on ne peut pas se présenter simplement en magasin et demander un appareil et repartir avec. Il va falloir d'abord passer par un médecin. Et en fonction de votre cas de figure, c'est-à-dire si vous avez déjà été appareillé donc pour un renouvellement ou si vous n'avez jamais été appareillé pour un primo-appareillage, on va avoir un parcours qui peut être un peu différent. Pour un premier appareillage, il y a l'obligation de devoir passer par un ORL ou un médecin généraliste ayant une DPC en otologie, donc une formation spécifique en otologie médicale. Par contre, pour les enfants de moins de 6 ans, quoi qu'il arrive, on doit forcément passer par un ORL pour un premier appareillage. Pour ce qui est des renouvellements, là, vous avez la possibilité de passer par un médecin. Donc là, pour les personnes de plus de 6 ans, à nouveau, ça peut être fait par n'importe quel médecin, même pas forcément un médecin traitant. Voilà. Par contre, pour les enfants de moins de 6 ans, ça doit toujours être par un ORL. D'accord? Alors, j'insiste là-dessus. Et alors, la problématique qu'on rencontre, nous, au niveau des ordonnances, parce qu'on a souvent la problématique, c'est la date d'ordonnance. Alors, d'un point de vue légal, logiquement, une ordonnance n'a pas de date limite en audioprothèse pour un appareil auditif, sauf si elle a été spécifiée par le médecin lui-même sur l'ordonnance. Maintenant, pour ne pas avoir de problématique en termes de prise en charge par la sécurité sociale ou par la mutuelle, il est préférable que l'ordonnance ait moins d'1 an. Et si c'est une ordonnance d'un ORL et que voilà, c'est long de retourner voir l'ORL, parfois c'est compliqué, etc.,
Au pire, faire quand même une ordonnance en plus par le médecin traitant et ramener l'ordonnance de l'ORL, la première ordonnance, qui va permettre quand même d'avoir le droit au remboursement. Mais ça, c'est important parce que c'est vrai qu'on se retrouve, même nous, praticiens au quotidien, bloqués des fois par des sites de mutuelles. Si l'ordonnance est trop ancienne, on ne peut pas faire la demande de prise en charge. Donc, j'ai le droit de vendre un appareillage au patient, mais dans ces cas-là, je ne pourrais pas faire de tiers payant, en l'occurrence, parce que je n'aurais pas la certitude d'être remboursé. Donc, l'idéal, c'est quand même que l'ordonnance ait moins d'un an, même si d'un point de vue légal, plus d'un an, elle a le droit d'être utilisée. Une fois que vous avez l'ordonnance en main, il va falloir aller chez l'audioprothésiste. C'est le seul habilité à effectivement mettre en place un appareillage et puis après assurer les prestations d'adaptation et de suivi. Donc, il y a plusieurs étapes. Et effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une logique d'essai chez nous en audioprothèse. Donc, la logique d'essai fait que pendant cette période-là, on va voir plusieurs fois le patient. J'insiste sur le fait que l'essai est gratuit. Voilà. Alors, il y a possibilité, normalement pour les praticiens, de facturer quand même les éléments faits sur mesure nécessaires à un essai. Par exemple, les embouts. Il n'y a pas d'interdiction à les facturer. Ça se fait peu. Globalement, beaucoup de praticiens ne font pas payer les embouts. Et l'essai est fini complètement gratuit. En moyenne, on va avoir 4 rendez-vous chez l'audioprothésiste pour le réaliser, mais ça peut être plus, alors ça peut être moins, c'est à mon sens dommage, parce que je pense que 4 rendez-vous, c'est quand même le minimum pour pouvoir faire un essai, et moi personnellement, par exemple, j'en pratique 5, c'est-à-dire que je pratique 2 rendez-vous de contrôle pendant la période d'essai et pas un seul. En tout cas, voilà, il y a un premier rendez-vous qui est le rendez-vous de devis, qui va durer environ 1 heure. Vous avez un deuxième rendez-vous qui est la mise en place de l'appareillage. Donc là, c'est vraiment l'adaptation, la première adaptation de la prothèse, également environ 1 heure. Alors ça, c'est pareil, je parle plus de mon cas de figure. Je suis toujours étonné quand j'apprends qu'un devis a été fait en 1 demi-heure ou une adaptation en 1 demi-heure. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Quand on voit ce qui, d'un point de vue légal, est demandé au niveau des tests, etc., ça me paraît un peu compliqué de mettre moins d'1 heure pour faire un premier ou un deuxième rendez-vous. Ensuite, des rendez-vous, donc pendant la période d'essai, vous allez pouvoir l'audioprothésiste. Alors, l'objectif de ces rendez-vous-là, c'est vraiment de permettre au patient, pendant 30 jours, de tester l'appareil dans son quotidien, de revenir voir son audioprothésiste, de lui faire part des problématiques qu'il a rencontrées, et derrière, l'audioprothésiste, par rapport à ses remontées du patient, plus par rapport au test qu'il va réaliser, de modifier le réglage. Alors là, il y a des philosophies différentes en fonction des praticiens. Mais globalement, ce qu'on voit quand même assez souvent, c'est de ne pas mettre la totalité du gain nécessaire dès le départ pour permettre au patient de s'adapter quand même en douceur à son nouvel appareillage. Et au fur et à mesure des rendez-vous, d'augmenter progressivement l'efficacité prothétique afin d'obtenir un résultat qui soit cohérent par rapport à la perte du patient. Mais tout ça en ayant permis une adaptation quand même facilitée pour le patient parce que du jour au lendemain, si vous avez une perte assez marquée dans les aigus, récupérer la totalité, ça peut être très, très désagréable. Alors, juste avant de partir, je vais quand même revenir rapidement pour détailler juste les rendez-vous. Le premier rendez-vous, quand on parle de vie, logiquement, donc une anamnèse va être réalisée. Donc, c'est un questionnaire au patient sur à la fois l'ancienneté de sa carte d'audition, son historique professionnel, ses modes de vie, s'il y a des pathologies connues au niveau de l'oreille. Ensuite, on va réaliser des tests, on va montrer les résultats, on va présenter les différents appareillages, donc les formes et les technologies pour enfin effectivement finir par un devis qui doit être un devis normalisé. Et quand je dis normalisé, c'est une proposition à minima du 100% santé, mais dans l'idéal, une double offre, à la fois le 100% santé et d'un appareil de classe 2. Si le patient est d'accord pour réaliser un essai, donc le deuxième rendez-vous, ce sera la mise en place à l'essai de l'appareillage. Donc là, l'objectif, c'est que le patient va revenir en centre. On va à ce moment-là réaliser des mesures avec l'appareil en place dans les oreilles du patient pour pouvoir faire notre premier pré-réglage et lui apprendre aussi tout ce qui est manipulation vis-à-vis de la prothèse. Parce que mine de rien, mettre un appareil en place dans son oreille, la première fois, ce n'est pas évident. Donc il faut prendre le temps de lui montrer comment on fait, comment on l'entretient, comment on change la pile, surtout si c'est un 100% santé, parce qu'on en parlera, mais ce sont forcément des appareils à pile. Voilà, toutes ces manipulations-là doivent être apprises avant de laisser partir le patient en rendez-vous. Je vais expliquer rapidement tout à l'heure le principe des rendez-vous de contrôle, effectivement, où là, le patient, en fonction de ses remarques et des tests de l'audioprothésiste, on réajuste nos réglages. Et enfin, le quatrième rendez-vous, donc c'est la facturation si l'essai est concluant. Je dis bien si l'essai est concluant. C'est tout l'intérêt de l'essai de l'appareillage auditif de 30 jours minimum, c'est qu'à la fin, le patient peut décider de ne pas prendre l'appareillage s'il n'est pas satisfait. Et ne pas prendre l'appareillage ne veut pas dire que c'est terminé. Il y a 2 possibilités qui s'offrent à nous. Soit le patient préfère arrêter effectivement tout essai et ne pas continuer,
soit en fonction de ce qu'il a exprimé et ressenti, l'audioprothésiste peut être amené à lui proposer une autre solution. Alors, ça peut être une autre forme d'appareillage parce qu'au final, on s'est rendu compte que la forme ne convenait pas au patient, mais ça peut être aussi d'essayer de monter sur une gamme supérieure parce que si les problématiques qu'il a exprimées concernaient plutôt des environnements bruyants, peut-être qu'un appareil de classe supérieure pourrait résoudre cette problématique-là, et donc ça peut être intéressant pour le patient d'essayer un nouvel appareillage dans ces cas. La prestation d'adaptation. Alors là, on va rentrer dans des sujets qui sont, à mon sens, très importants et encore un peu méconnus parfois par nos patients. Alors, souvent de la faute sûrement du praticien qui n'insiste peut-être pas assez sur ces points-là. Lorsqu'on a essayé puis acheter une prothèse, effectivement, dans le prix d'appareillage est compris la prestation d'adaptation et la prestation de suivi. Si on veut faire simple, tous les rendez-vous qu'on peut faire par la suite sont tous compris dans le prix de départ de l'appareillage. Et ça, même au-delà des 4 ans de garantie. Ce n'est pas lié à la garantie, c'est lié à la durée de vie de l'appareillage. Donc, ces rendez-vous-là vont consister en quoi? Vous avez donc pour la prestation d'adaptation, donc juste après l'achat de la prothèse, 3e mois, 6e et 12e mois après la facturation, des rendez-vous de contrôle où on va procéder évidemment avant toute chose au nettoyage des appareils, au contrôle nécessaire, c'est-à-dire on va à nouveau faire des audiométries, on va pouvoir passer ou pas l'appareil en chaîne de mesure si nécessaire, on contrôle également les conduits auditifs du patient, on s'assure du bon fonctionnement de l'appareillage et également de la satisfaction patient. En fonction de ses remarques, on peut être amené à modifier le réglage de la prothèse. Ensuite de ça, on va passer dans la prestation de suivi. Donc, tout comme la prestation d'adaptation, on est bien d'accord, c'est compris dans le prix de départ. Et donc, ça nous permet à nous, praticiens, de voir notre patient tous les 6 mois en contrôle afin de vérifier le bon fonctionnement de la prothèse. Et si on veut simplifier, j'ai toujours dans cette année, à chaque fois, l'objectif, c'est de faire à minima une mesure de l'audition du patient sans ses appareils, à minima de faire une mesure de l'audition du patient appareillé, et de passer l'appareil en chaîne de mesure pour contrôler son bon fonctionnement. Moi, praticien, je ne suis pas capable à l'oreille de savoir si un appareil fonctionne tout à fait correctement. Si je fais une mesure avec mon patient, je ne suis pas capable absolument de m'apercevoir qu'il y a un dysfonctionnement de l'appareil. Donc la chaîne de mesure est un outil indispensable également pour contrôler le bon fonctionnement de cet appareillage. Personnellement, moi, je me suis formé il n'y a pas si longtemps que ça à vraiment utiliser la chaîne de mesure de façon beaucoup plus précise. Et depuis ce temps-là, je détecte beaucoup plus de pannes qu'auparavant. Ce n'est pas des grosses pannes, l'appareil fonctionne encore, il peut tout à fait permettre aux patients de mieux entendre, mais je ne mets pas 100% de l'efficacité de la prothèse en place. Le fait de passer en chaîne de mesure, je suis certain du bon fonctionnement de mon appareil. Donc les rendez-vous de contrôle sont très très importants. Alors aujourd'hui, l'avantage que l'on a par rapport à avant cette réforme, c'est qu'il y a quand même un contrôle normalement qui se met en place de la sécurité sociale sur tout simplement le nombre de rendez-vous que l'on fait par rapport aux ventes des appareils quand on est praticien, par le biais effectivement d'un envoi auprès de la Sécu de prestations de suivi. Donc ça permet de savoir combien de fois on a vu tel patient dans l'année, etc. et sur toute la durée de vie de son appareillage. Donc, je vais revenir sur les différentes formes d'appareillage auditif. On les a vues tout à l'heure rapidement, je vous ai montré effectivement sur mon oreille. Donc, on a 3 formes au niveau de l'appareillage, les contours d'oreille ou BTE, les micro-contours ou les écouteurs déportés ou RIP, et les intra-auriculaires. Chacune des formes a évidemment ses avantages et ses inconvénients. Donc, si je parle d'abord du contour d'oreille. Le contour d'oreille, c'est une taille qui est adaptée à la prise en main, facilité de dextérité, facilité pour les personnes qui ont peu de dextérité. Il y a un embout sur mesure, c'est pas forcément le plus esthétique, mais par contre, c'est le plus durable, c'est le plus costaud. Et c'est aussi celui qu'on peut avoir de plus puissant. Si on a vraiment une perte très très importante, c'est l'appareil qui sera capable d'avoir le plus de puissance. Si, et c'est le cas de figure pour les appareils en 100% santé, on est à pile, c'est l'appareil qui va avoir la pile la plus volumineuse, donc qui durera le plus longtemps. Le micro-contour à écouteurs déportés, le RIC, il va gagner en esthétique. On va effectivement avoir une forme un peu plus discrète. On va avoir un appareil qui va quand même rester assez fiable. La seule partie un peu fragile, c'est l'écouteur déporté, mais il peut être changé par l'audioprothésiste, ce qui quand même permet d'avoir une réactivité en termes de panne qui est importante. En fonction de la perte, il peut être très intéressant quand les graffes sont bien conservées parce qu'on peut travailler en système très ouvert avec des dos, mais dans ces cas-là, on a une sensation beaucoup plus naturelle pour le patient. Donc voilà, c'est un appareil qui va avoir un petit peu des points positifs en termes de fiabilité et en termes d'esthétique par rapport à l'intra dont on va parler derrière.
En termes de manipulation, par contre, le petit fil et le dôme comme ça n'est pas toujours simple pour les patients. Ça, il faut faire attention. L'intra-auriculaire, on le voit sur la photo, hein, c'est tout de suite beaucoup plus discret. Donc, on a forcément une coque réalisée sur mesure, quoique maintenant, certains produits arrivent non sur mesure sur le marché aussi. Il ne faut pas que la perte soit trop importante malgré tout. Et des trois modèles, c'est le modèle le plus fragile. Attention, quand il tombe, il peut casser plus facilement. Donc voilà, on a bien compris qu'on va pouvoir, grâce à ces trois formes, répondre à des besoins et des attentes différentes de nos patients. Les personnes qui, même si l'appareil ne va pas être payant, vont garder quand même un attrait pour l'esthétique extrêmement important à développer. Et on ne peut pas négliger cette information. Alors, notre rôle, c'est quand même de leur expliquer les avantages et inconvénients, mais évidemment, il y a des patients, si vous ne leur proposez pas de l'intra, ils ne mettront pas l'appareil. Est-ce que c'est mieux de ne pas porter du tout d'appareil ou d'avoir un appareil qui n'est certes pas peut-être à 100% adapté aux besoins du patient, mais qui permettra quand même de lui améliorer son quotidien de façon plus que significative? Voilà, à nous de trouver la limite. À un moment donné, moi, je dis stop quand même parce que c'est vraiment pas du tout adapté, mais parfois, on fait des compromis aussi par rapport à ça. Un autre point que je voudrais aborder quand même par rapport aux appareils 100% santé, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, bon, ils n'ont pas les mêmes performances que les classes 2, mais on peut aussi augmenter leur performance via des accessoires. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Alors, on peut améliorer la télévision, mais ça, c'est valable même pour les classes 2, hein. Le système TV, ça améliore grandement l'efficacité, même pour un appareil de classe 2. Je pense surtout au microphone de table, par exemple, au microphone déporté quand vous êtes en milieu bruyant, parce que là, vous allez vraiment pouvoir améliorer, upgrader la performance de votre 100% santé, et c'est quand même pas négligeable. C'est un système de micro qu'on pose sur une table avec différents microphones dessus. En réalité, vous avez souvent 6 ou 8 microphones en fonction des modèles, qui est capable de donner un effet directionnel vers la personne qui parle. S'il y en a deux, il y en a deux qui s'activent en même temps. Ils ont un débruiteur directement intégré. Et l'autre avantage, c'est quand vous le mettez au milieu d'une table, vous vous rapprochez des sources sonores. Donc, vous améliorez le rapport signal sur bruit. Donc, vous comprenez mieux, tout simplement, milieu bruyant. Un boîtier comme ça, en fonction des fabricants, ça peut aller de 400 à 600, 700 euros, mais un appareil 100% santé qui aurait coûté 0 euros, sur lequel vous rajoutez 400 euros de votre poche, certes, par rapport à un classe 2, si vous avez un remboursement de base, vous auriez pour 1600 euros de votre poche, ça peut être quand même très intéressant comme compromis au final. Quelques petites informations bonus avant de terminer. Je vais être assez rapide là-dessus, mais c'est quand même intéressant. Le remboursement des piles, car comme les 100% santé ne sont pas rechargeables, ils fonctionnent à piles. On a différentes tailles de piles en fonction des modèles d'appareils, de leur taille. Les remboursements sont à hauteur de 1,50 € par plaquette de pile entre la part sécu mutuelle. Et en fonction du type de pile, comme elle dure plus ou moins longtemps, vous avez le droit à un nombre différent de piles remboursées par oreille. Donc pour les piles jaunes, les plus petites, c'est 10, et ainsi de suite, 7, 5, 3. Donc on ne paye même pas la totalité des piles soi-même. On a une participation de la sécurité sociale et des mutuelles, le cas échéant, si on a une mutuelle. Autre point très important, l'appareillage à domicile. On a entendu ces derniers temps quelques faits divers concernant l'appareillage à domicile exercé par des personnes qui ne sont même parfois pas audioprothésistes eux-mêmes. Et effectivement, un rappel, la loi interdit l'appareillage à domicile. Alors, ça peut poser problème et on en est conscient, nous, les professionnels de santé, quand les personnes ne peuvent absolument pas se déplacer. Mais aujourd'hui, il est clairement interdit de faire de l'appareillage à domicile. Donc, ça signifie que les démarchages en EHPAD pour faire de l'appareillage en EHPAD, les démarchages chez les gens directement chez eux, etc., c'est totalement interdit par la loi. Il faut absolument que la personne vienne ensemble dans une cabine insonorisée et qui a été évidemment validée. Donc, pour finir, le résumé du 100% santé en audiologie, qu'est-ce que c'est? Hop, vous allez voir l'écran au fur et à mesure. Donc, des formes différentes. On n'est pas bloqué que sur un seul modèle qui serait effectivement le contour, pas forcément esthétique, etc. Même si certains de mes confrères parfois le laissent penser. Beaucoup de différentes fonctionnalités. Donc, en fonction des différents fabricants qu'on peut avoir, on peut trouver des choses intéressantes. Et entre autres, par exemple, là maintenant est arrivé le système Bluetooth il y a quelques temps. Et ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de patients qui l'apprécient énormément. On l'a vu, 12 canaux de réglage. Maintenant, ça devient quasiment le cas chez tous les fabricants. Au démarrage du dispositif, certains n'étaient pas prêts, mais maintenant, ça y est, on arrive à avoir ces 12 canaux chez quasiment tout le monde. Pour le coup. 30 jours d'essai avant achat, hyper important. C'est la loi qui l'impose, mais malgré tout, pour que le patient puisse s'assurer que le 100% santé lui convienne bien, ça lui permet effectivement de valider après l'avoir testé dans son quotidien. Les 4 ans de garantie, hein, donc ça, c'est pas lié qu'aux appareils de classe 2, c'est bien également lié également au 100% santé. Et pour finir, donc des prestations de suivi au moins 2 fois par an.
Eh bien, je vous remercie tous de m'avoir écouté. J'espère que je n'ai pas été trop long. Non, ça va. Au niveau de la durée, on est dans les temps. Et ben, nous n'avons pas eu de questions. Donc, si Alors, ce vous en matin, il y en a avez, peut-être. c'est l'occasion. On a des remerciements déjà. C'est gentil. C'était aussi clair que ça, c'est merveilleux. Il n'y a Oui, pas de c'était questions en très général, clair. c'est le cas. Mm. Écoutez, en l'absence de questions, si vous en avez, dépêchez-vous. J'ai encore du temps, s'il faut attendre un petit peu que les gens essayent. D'accord, ok, on peut patienter un peu. Oui, mais a priori, il n'y aura pas de questions, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Bah, du coup, on peut peut-être conclure le webinaire si les gens... Ah, Alors, Ah oui, est-ce que toutes ces différentes enseignes, je suppose, offrent le oui, même choix? Alors, c'est une très bonne question. Alors, le 100% santé, alors déjà, il faut avoir à l'esprit que chaque enseigne ne travaille pas forcément avec les mêmes fabricants. Hein. Aujourd'hui, on est sur un marché qui devient évidemment de plus en plus concurrentiel. Et bah, forcément, les enseignes vont prendre, entre guillemets, vont faire des accords commerciaux avec certains fabricants pour avoir de meilleurs prix d'achat. Ce qui fait qu'il est rare d'avoir quelqu'un qui travaille avec tous les fabricants. Il en reste néanmoins ce que j'évoquais tout à l'heure. Ce qu'on peut trouver problématique parfois, c'est quand certaines enseignes essayent d'utiliser l'aspect esthétique d'un appareil comme argument pour monter en gamme. Et donc de ne pas faire forcément, de passer l'information comme quoi le 100% santé est présent sur les trois formes d'appareillage. Après, globalement, j'ai envie de dire que une enseigne n'a pas forcément intérêt, une fois qu'elle est vraiment obligée de, en train de faire du 100% santé, de proposer un mauvais produit. Parce que aujourd'hui, on a vraiment, en termes de choix, tous les fabricants proposent des choses quand même assez intéressantes en 100% santé. Alors là, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est vrai que la chance qu'on a, c'est que le 100% santé, c'est une déclinaison d'un produit très haut de gamme d'il y a 4-5 ans en final. Et ça, tous les fabricants le font. Certains fabricants, alors là, je peux parler de la nôtre, hein, l'enseigne bien évidemment, mais on a la chance que certains fabricants fassent des switches plus rapides, c'est-à-dire qu'ils décident de ne pas attendre 4-5 ans, mais parfois une puce qui a même que 2 ans, par exemple, et de la décliner plus rapidement. Donc là, ça peut être intéressant parce qu'évidemment, tous les produits, au final, dans ces cas-là, ne se valent pas complètement. Euh, mais après, je pense que c'est le rôle de l'audio-prothésiste aussi en fonction du patient qu'il a en face de soi, du type de perte, de capacité de manipulation, de quand même choisir le produit qui sera le plus adapté à son patient. voilà. Je pense pas je pense qu'on qu'il y aura. ait... Tu vas pouvoir conclure, hein, Camille. Oui, je pense. Ok. Bien, merci beaucoup, Robin, pour votre exposé qui était très clair et très complet. Ah, une remarque dans le fil. Certaines personnes ne prennent pas le 100% à cause des Pile. piles trop difficiles à changer. Voilà, Ah, alors, tout à fait. Effectivement, aujourd'hui, nous n'avons pas la possibilité de proposer un produit 100% santé à pile. Je pense que ça va évoluer dans le temps. Et j'en suis quasi persuadé parce que, alors évidemment, le premier fabricant qui lâchera, qui proposera un produit sera suivi par ses concurrents très rapidement. Effectivement, alors, je pense que la problématique aujourd'hui sur les pieds et la manipulation fait que bah, si vraiment on est sur un cas de figure extrême comme ça, la seule solution, c'est d'essayer peut-être de passer par un système d'aide à côté en montant sur une classe 2 ou en premier tarif, hein, donc le milieu de gamme, pour essayer de proposer aux patients comme une solution qui s'adapte à sa capacité de manipulation. Après, sinon, moi, j'ai déjà quand même fait, hein, honnêtement, de prendre des appareils. Et si la personne a la chance d'avoir au moins une personne qui passe une fois par semaine la voir, tout simplement de mettre un appareil type contour où la pile dure plus longtemps et de laisser l'appareil fonctionner en non-stop la nuit, tout simplement. L'appareil n'est pas éteint, il n'y a pas de changement de pile fait par le patient lui-même, mais par la personne qui vient le visiter une fois par semaine. Ça peut être une solution également. C'est soit les aides si on monte en gamme, soit trouver un système où quelqu'un vient aider la personne pour changer la pile.
Oui, parce que ça demande beaucoup de précision, c'est ça, de changer les piles, c'est assez Changer une pile, c'est fin dans vraiment la pas quelque manipulation. chose d'évident, hein. Alors, on a des systèmes pour aider un peu, et des systèmes d'aimants pour attraper plus facilement la pile. Quand on prend un contour, c'est un peu plus volumineux, donc c'est déjà un peu plus facile, mais il en reste néanmoins, quand vous avez des personnes qui ont des grosses difficultés de manipulation, c'est quasi impossible pour elles. OK. Oui, donc il y a besoin d'aide dans ces cas-là, effectivement. C'est ça. Et souvent, les personnes OK. isolées. Alors, elles s'usent rapidement, oui, comme je disais, hein, si vous prenez un appareil type contour, normalement, vous faites une semaine en non-stop sans problème. Après, là, pareil, l'audioprothésiste a un rôle à jouer, hein. Il y a des fabricants dont les appareils consomment moins que d'autres au niveau des piles. On le sait. Donc, on peut viser un fabricant malgré tout où on sait que la pile dure un peu plus longtemps, ce qui permettra effectivement d'avoir moins de problématiques. Très bien. À présent, je pense que nous pouvons conclure le webinaire. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions qui apparaissent sur le fil. Donc, je voulais remercier Robin tout d'abord pour votre intervention. Franchement, moi ça m'a permis, je pense que c'est le cas pour, également les participants, de mieux maîtriser, les problématiques liées à l'oreille et aussi le dispositif du 100 santé, qui n'est pas, qu'un outil, mais aussi un outil et un service. Enfin, donc ça, je pense que c'est assez important à retenir. Merci également, pour les précisions apportées aux différentes remarques qui ont été, faites, dans le fil des discussions. Hem Nous allons vous envoyer à l'issue de ce webinaire un questionnaire, donc d'ici quelques jours pour, l'évaluation. Donc nous vous remercions par avance de prendre quelques minutes, c'est vraiment assez court pour, y répondre. Donc merci à tous de votre participation et on vous donne, rendez-vous pour notre prochain webinaire sur le 100 santé, mais cette fois-ci en optique, donc, vendredi midi, pareil à 13 heures sur le temps du midi. Bon après-midi à tous. Bon Au après-midi. revoir, bonne journée à tous.